Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo sur les 9 cerveaux et comment faire pour accéder à notre inconscient. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment fondamental qui va vous aider à vous comprendre mieux vous-même et surtout à interagir avec ce qu'on va appeler l'inconscient et ce que je vais appeler les 9 cerveaux. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc cette vidéo va être très importante si vous êtes dans une démarche de apprendre à mieux se connaître ou de régler certaines problématiques psychologiques ou parfois même des problématiques de somatisation, parce qu'on va voir comment dialoguer avec notre corps, notre esprit de manière assez profonde et assez complète. Donc, je vais appeler ça les 9 cerveaux et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous pratiquez déjà des techniques comme des techniques de négociation avec différentes parties de soi-même, par exemple la thérapie des états du moi ou le système familial intérieur ou d'autres techniques dans ce genre, ce modèle va vraiment être utile et va vous parler parce que ça va vous donner une manière certainement un peu plus simple et plus directe, mais aussi très complète pour accéder à ces différentes parties de soi. Si vous pratiquez des techniques comme la kinésiologie ou les techniques psychocorporelles ou même l'hypnose, dans lesquelles on cherche à dialoguer justement avec l'inconscient, eh bien vous allez voir que ça va faire du sens et que ça va vous aider à affiner certaines choses, à aller un peu plus dans le détail et à aller plus vite aussi. Et si vous pratiquez des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT ou le MDR ou d'autres techniques émotionnelles, eh bien ça va vous donner un outil très puissant pour comprendre qu'est-ce qui se joue en vous et trouver la source du problème pour pouvoir mieux le régler et le libérer plus facilement. Donc allons-y. Donc dans la thérapie que je pratique, on appelle la thérapie Peak States, tout ce qu'on fait va être basé sur un modèle scientifique, une compréhension de qu'est-ce qui se passe dans notre psychisme et dans notre corps. Et nous appelons ce modèle la psychobiologie subcellulaire, c'est-à-dire le lien entre le corps et l'esprit au niveau cellulaire, au niveau de ce qui se passe dans notre cellule. Donc je ne vais pas détailler ça aujourd'hui parce que c'est assez complexe et il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur laquelle vous pouvez vous familiariser avec cette idée. Mais l'idée c'est que tout ce sur quoi nous nous basons dans notre modèle de compréhension de la psychologie est basé sur des éléments tangibles de biologie. Et donc on fait le lien entre la biologie et la psychologie pour avoir des choses très claires, très concrètes, très établies. Et sur cette base-là, nous étudions principalement ce qui se passe dans notre développement avant la naissance, parce que c'est essentiellement avant la naissance, dans les premiers moments du développement biologique, que se construisent les structures profondes de notre psychisme, mais aussi de notre biologie évidemment. Donc tout notre être, voilà, ces éléments de compréhension sont hyper importants pour comprendre comment on fonctionne dans le présent aujourd'hui. Tout ça démarre avant la naissance. Et donc on peut se poser la question, est-ce que dans le développement prénatal, on peut distinguer entre le conscient et l'inconscient? Parce que beaucoup de modèles en psychologie sont basés sur ça, le fait qu'on a une partie de nous consciente qui observe, qui agit, qui décide, et puis il y a l'inconscient qui s'occupe de tout le reste. Et notre fonctionnement en tant qu'être humain est beaucoup géré par notre inconscient. Donc plus on arrive à créer un dialogue entre le conscient et l'inconscient, plus on arrive à se connaître soi-même et à comprendre ce qui se passe en nous, et plus on peut être libre, évoluer, changer, guérir, etc. etc. Donc c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que le conscient, qu'est-ce que l'inconscient, et voici comment ça fonctionne dans notre modèle et dans voilà, ce qu'on a compris du développement biologique prénatal. Le conscient et l'inconscient sont divisés en fait eux-mêmes en plusieurs parties. Pour le conscient, il y a deux parties qu'on appelle le soi observateur, c'est-à-dire notre conscience qui observe, qui fait l'expérience d'être conscient d'elle-même et de vivre ce qui se passe au jour le jour, donc la partie de soi qui observe, qui est consciente. Et puis le soi directeur, c'est la partie du conscient qui décide d'agir. Par exemple, quand je bouge mes mains comme ça, je prends la décision de bouger mes mains, donc je prends la décision d'agir. C'est la partie de moi qui dirige, qui agit. Et donc on a ces deux parties, la partie de nous qui est simplement observatrice et qui perçoit ce qui se passe, puis la partie de nous qui décide d'agir. Ça c'est le conscient, c'est la partie de nous auquel on s'identifie. Et puis il y a l'inconscient qui est tout ce qui se fait de manière automatique. Et cet inconscient est lui-même divisé en différentes parties. Alors leur nombre va varier selon la manière dont on considère les choses, mais pour simplifier, on va appeler ça le modèle des 7 cerveaux, les 7 parties de notre inconscient. Si vous connaissez déjà un petit peu certaines notions de psychologie et de biologie, vous devez certainement connaître ce modèle qu'on appelle le cerveau triunique. Triunique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la fois triple et unique. Et c'est basé sur le fait que dans notre cerveau, dans l'organe du cerveau, on a différentes couches, différentes structures,
qui correspondent à différents modes de fonctionnement et qui fonctionnent différemment, mais aussi les uns avec les autres. Donc vous avez le cortex, c'est la partie la plus récente dans l'évolution. Donc c'est la partie intellectuelle qui analyse, qui utilise la logique. C'est le mental, on va dire, c'est l'intellect. En dessous de ça, vous avez le cerveau limbique qui est au cœur du cerveau, qui s'occupe de tout ce qui est lié aux émotions. Et en dessous de ça, vous avez la partie qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est lié à tout ce qui est beaucoup plus rapidement automatique, instinctif. Et ce cerveau-là, il a pour but de gérer toutes les fonctions biologiques primaires, respiration, digestion, survie, etc. etc. Et son premier motif, son premier instinct, c'est la survie. Donc vous avez ces trois étages déjà dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le cerveau trionique, sauf qu'on va aller un peu plus loin aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ces structures, il y a encore d'autres sous-structures qui forment des étages un peu plus différents. Mais ce n'est pas au niveau du cerveau qu'on va l'analyser, c'est au niveau cellulaire et prénatal. Donc comment est-ce que ça se passe dans notre développement précellulaire? Donc vous savez que pour devenir un être humain, on commence par être conçu par nos parents. Et donc, il y a l'ovocyte et le spermatozoïde qui vont fusionner. C'est ce qu'on appelle la conception. Et c'est la création de la première cellule qui devient nous. Et ensuite, cette cellule va devenir un fœtus, puis un bébé. Et au bout de 9 mois, on finit par naître. Donc, l'ovocyte, c'est l'ovule non fécondé. Souvent, on confond en fait le mot ovule est censé représenter l'œuf fécondé. Mais souvent, les gens comprennent le terme ovule comme l'ovocyte, en fait, c'est-à-dire l'ovule non fécondé. Bref. D'abord, il y a cette cellule qui vient de notre mère et cette cellule qui vient de notre père qui fusionnent, donc c'est le spermatozoïde et l'ovocyte. Mais eux-mêmes ont une construction qui prend du temps. Il y a différents stages, différentes étapes de développement. Avant de devenir un vrai ovocyte chez la femme ou un vrai spermatozoïde chez l'homme, il commence par être ce qu'on appelle des cellules germes primordiales. Donc il y en a une qui va être femelle et une qui va être mâle selon le sexe de votre parent. Et eux-mêmes ont une construction biologique qui est assez complexe. Et en remontant dans le temps et en étudiant cette construction biologique, on s'est rendu compte que si on remonte suffisamment loin dans le passé, ces cellules germes primordiales sont elles-mêmes constituées de différents éléments qui se combinent et qui sont comme des mini-cellules, des toutes petites cellules qu'on appelle des préorganites. Et il se trouve qu'il y en a 7. Pour chaque cellule germe primordiale, il y a 7 mini-cellules, donc 7 préorganites qui se combinent et qui fusionnent ensemble. Et cette fusion, cette combinaison, c'est ce qu'on appelle la coalescence. Ça veut simplement dire, c'est simplement un terme qui veut dire que ces préorganites fusionnent pour devenir une seule cellule, qu'on appelle la cellule germe primordiale. Et donc ces 7 préorganites contiennent chacun des fonctions particulières, des ensembles de gènes particuliers, et vont correspondre ensuite à différents organes, différentes parties de nous. C'est comme si en fait on retient dans notre construction le fait qu'il y ait ces 7 éléments qui correspondent à différentes parties de nous-mêmes, différentes fonctions dans notre organisme. Et donc nous les appelons les 7 cerveaux pour faire simple, parce qu'il fallait bien leur donner un nom. Et donc chaque cerveau correspond à une fonction primordiale et à différentes fonctions secondaires à la fois dans notre corps et dans notre psychisme, dans notre esprit. Et il se trouve que dans notre vie de tous les jours, on va les percevoir de manière plus ou moins présente, de manière plus ou moins claire. Ça sera plus clair avec les exercices qu'on va faire. Mais ils sont perçus comme différentes parties de nous qui interagissent, qui parfois sont d'accord, parfois ne sont pas d'accord, et qui se trouvent à différents endroits dans notre corps. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour établir un dialogue avec ces différentes parties de nous, ces différents cerveaux, parce que chacun d'entre eux correspond à une partie de notre conscience, en fin de compte. Ils sont conscients, ils sont vivants, ils sont sensibles. Donc les cerveaux sont censés être fusionnés en un seul cerveau unique. Ça, c'est l'état de fonctionnement optimal qu'on devrait pouvoir vivre si tout se passait bien. Malheureusement, vous savez que dans le développement prénatal, il arrive ce qu'on appelle des traumatismes, c'est-à-dire qu'il y a des chocs qui perturbent le développement prénatal. Et ces chocs correspondent en termes de psychologie à des émotions négatives et en termes de biologie à des dommages épigénétiques. J'explique ça dans une autre vidéo. Bref, ces dommages épigénétiques ou traumatismes perturbent le fonctionnement correct de notre biologie et perturbent le développement de notre biologie.
Et donc, quand il y a des traumatismes qui apparaissent dans notre développement et dans le développement de ces cerveaux, de ces préorganites, que ce soit avant qu'ils se rencontrent, ou pendant qu'ils se rencontrent, pendant la coalescence, ou ensuite pendant la conception, où les 7 préorganites, mâles et femelles, donc 14 en tout, fusionnent. S'il y a des traumatismes dans ces différents moments, et bien ensuite, dans notre vécu en tant qu'être conscient, ces différents cerveaux vont avoir la perception d'être séparés les uns des autres, donc ils ont chacun leur personnalité en quelque sorte. Parfois, ils peuvent même être en conflit les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui veut quelque chose et une partie de nous qui veut autre chose. Un exemple typique, c'est rationnel, irrationnel. Donc mon mental me dit, ça serait bien de faire ça, ça serait le choix logique de faire ça. Et puis mon cœur me dit, oui, mais moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est ça. Et on se sent tiraillé entre notre logique et notre émotion. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais vous voyez de quoi je parle. Et aussi, ça fait que ces différents cerveaux vont assumer différentes identités. Ils vont percevoir qu'ils ont des identités distinctes les uns des autres, et ça va faire que parfois ils ont du mal à s'entendre. C'est un peu comme si à l'intérieur de nous, au lieu d'avoir quelque chose qui est uni et harmonieux, on a comme une famille intérieure. Et cette famille intérieure, c'est comme si vous aviez 7 enfants, parce que les cerveaux ont souvent cette personnalité un peu enfantine, et donc vous avez ces 7 enfants qui parfois jouent bien ensemble ou parfois se chamaillent. C'est un peu une métaphore, mais c'est aussi une expérience que vous reconnaissez peut-être. Donc voilà comment les cerveaux fonctionnent. Ils sont censés être fusionnés en un seul cerveau, mais il y a différentes choses, différentes émotions qui font que, au contraire, ils sont en conflit ou en séparation la plupart du temps. Donc pour vous donner le détail de ces 7 cerveaux, donc d'un côté, vous avez les cerveaux qui correspondent au développement de l'ovocyte et de l'autre côté du spermatozoïde. Les cerveaux qui sont au-dessus de cette ligne fusionnent, donc ils deviennent un seul cerveau. Donc on va avoir un cerveau qu'on appelle le cerveau de la couronne, un cerveau pour le mental, un cerveau pour le cœur, un cerveau pour le plexus solaire et un cerveau pour le corps. Et ensuite, les cerveaux du bas, malheureusement, ne fusionnent pas chez la plupart des gens. Ils vont se placer à différents endroits dans le corps et vont se percevoir comme étant séparés les uns des autres, ayant des personnalités différentes. Donc vous avez le troisième œil, ce qu'on va appeler le cerveau de la colonne vertébrale en fait, le périnée et le placenta. Alors, je vais vous montrer où ils sont et vous allez comprendre, ça va être un peu plus clair. On leur a donné ce nom parce qu'ils correspondent à différents endroits que l'on perçoit dans notre corps. Et c'est comme si à ces différents endroits, on a différents cerveaux, différentes parties de nous qui sont sensibles, qui ont leur personnalité, leurs émotions, leurs besoins, leurs buts, etc., etc. Donc c'est vraiment une décomposition de notre psychologie. Donc vous avez au sommet de la tête le cerveau de la couronne. À l'intérieur de la tête, vous avez le cerveau du mental, celui avec lequel la plupart des gens s'identifient dans notre société, parce qu'on nous invite à être beaucoup dans le mental, dans le rationnel. Donc c'est ce cerveau-là avec lequel la plupart des gens sont identifiés, mais ce n'est pas le seul qu'on a. Au niveau du troisième œil, c'est ici, on en a un aussi, qui est un peu plus petit, qui est comme une sphère, ici au niveau du troisième œil, qui a aussi ses propres pensées, ses propres buts, ses propres avis. Vous en avez un qui se trouve dans la nuque, donc plus ou moins dans le cou ou entre les omoplates, dans toute cette région-là. On va appeler ça le cerveau de la colonne, parce qu'il correspond à la colonne vertébrale. Vous en avez un au niveau du cœur, évidemment, le cerveau des émotions et de la connexion aux autres. Au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire au niveau du diaphragme. Au niveau du ventre, vous en avez deux. Vous en avez un qui se situe au niveau du nombril, qu'on appelle le cerveau du placenta, et un qui se situe à l'intérieur et qui correspond à tout le ventre, et qu'on va appeler le cerveau du corps, parce qu'il s'occupe du corps. Et enfin, vous avez au niveau du périnée, le cerveau du périnée, qui correspond à toutes les fonctions, évidemment, de reproduction. Donc vous avez ces différents cerveaux, vous voyez que selon comment on les compte, ça en fait 7 ou 9, parce qu'ils sont censés former des paires et fusionner, mais si on décompose dans le détail, on en a 9. Donc quelles sont leurs fonctions? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, il se trouve que chacun d'entre eux correspond à une fonction particulière, fondamentale dans notre être. Et pour simplifier, voici comment décomposer ça, mais je vais surtout vous inviter à le sentir une fois qu'on va passer aux exercices. Donc ça, c'est la théorie pour l'instant. Donc le cerveau de la couronne, sa fonction primordiale, c'est d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Quel que soit comment on le définit, ça c'est une autre question, mais on va dire que c'est une sorte de spiritualité. C'est comme si ce cerveau cherche à être connecté à
ce qui existe, qui est au-delà de notre être individuel. Le mental, son but, évidemment, c'est la compréhension. Lui, ce qu'il veut faire, c'est comprendre, analyser, décortiquer, comprendre la logique des choses. Il aime bien apprendre et comprendre. C'est le mental. Le troisième œil, sa fonction, c'est la vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est dans le sens large, donc vision extérieure et intérieure. Certaines personnes vont décrire ça comme de l'intuition, c'est-à-dire le fait de savoir les choses. Voilà. Le but de ce cerveau, c'est de prévoir, de voir les choses, d'avoir une certaine lucidité, d'anticiper éventuellement les choses du futur qui pourraient advenir, ou d'avoir une certaine conscience du passé, ou une conscience du présent. Voilà, c'est la vision de manière générale, de manière globale. Le but de la colonne vertébrale, c'est le soutien, dans le sens, ce cerveau est là pour effectuer des fonctions de support et soutenir les autres cerveaux et faire du lien aussi entre toutes ces parties de nous-mêmes. La fonction du cœur, c'est la connexion, c'est-à-dire la connexion d'une part en soi-même entre toutes les parties de nous, vous voyez qu'il est au centre, mais aussi la connexion avec les autres. Et c'est à travers le cœur que l'on ressent le plus le fait d'être connecté aux autres êtres humains, de partager des choses, voilà, de communiquer, d'avoir de la joie, d'avoir des affinités. Ça se passe au niveau du cœur. Au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire la région du diaphragme, sa fonction à lui, c'est de créer de l'énergie et de gérer notre énergie. Il est très lié évidemment à la respiration, mais aussi à d'autres fonctions. Par exemple, au niveau cellulaire, il correspond aux mitochondries. Les mitochondries, ce sont les parties, les organes en quelque sorte de la cellule qui créent de l'énergie. Donc c'est l'énergie, sa fonction. Le cerveau du corps, qui est dans le centre du ventre, sa fonction principale, c'est la survie. Et je l'ai mis en gras parce que cette fonction-là, c'est la fonction première, la fonction primordiale de notre organisme. Comme tous les organismes vivants, c'est l'autoconservation, la sécurité, la survie. Et cette fonction-là passe avant toutes les autres. C'est-à-dire que par défaut, c'est toujours le cerveau du corps qui va être le maître en quelque sorte de notre inconscient. Et si lui dit non à quelque chose, vous pouvez être sûr que ce sera bloqué. C'est pour ça que par exemple, on peut avoir certaines peurs qui sont irrationnelles et notre tête nous dit mais tu ne devrais pas avoir peur de ça, c'est simple, c'est facile, allez, tu vas y arriver. Mais si notre ventre, si notre corps a peur, eh bien lui il va dire non, 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 je ne veux pas y aller, je bloque, et on va faire l'expérience de sensations négatives qui nous empêchent d'avancer, par exemple. La fonction du placenta, c'est la protection, et la fonction du périnée, c'est la reproduction. Donc le placenta, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le cerveau du placenta? Eh bien tout simplement parce que ce cerveau est particulièrement identifié avec l'organe du placenta avant notre naissance. Et il y a beaucoup de gens qui confondent les choses et qui pensent que le placenta est un organe qui appartient à la mère. Il se trouve que non. Si vous analysez les cellules du placenta, vous verrez que ce ne sont pas les cellules de la mère, ce sont les cellules du bébé, du fœtus. En fait, le placenta est une extension du fœtus. Donc ça fait partie de nous. Et le placenta, bien sûr, en tant que tel, disparaît à la naissance, mais la conscience qui s'occupe de cette partie de nous est réintégrée en quelque sorte à notre corps et on le ressent comme étant au niveau du nombril. Donc on l'appelle le placenta. Voilà les différents cerveaux. Donc maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à pratiquer la prise de contact avec ces différentes parties de nous, parce que voilà, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'est-ce qu'on en fait en pratique. Donc voici plusieurs exercices. Premier exercice, c'est où suis-je dans mon corps? Le but de cet exercice, c'est de prendre conscience que votre conscience, c'est-à-dire le soi observateur, se place quelque part dans le corps. Et on a tous un endroit dans notre corps où on préfère se placer et on se ressent être par défaut. Donc la technique pour prendre conscience de ça, ça va être de pointer un doigt vers vous et de remarquer que selon là où vous placez le doigt tout au long de tout le long de votre corps, vous allez remarquer que vous avez la sensation que le doigt pointe vers vous. Donc là, par exemple, mon doigt pointe vers moi. Je sens que je suis pointé par le doigt. Je sens que ma conscience, elle est à cet endroit-là. Si je monte un petit peu, je sens toujours que le doigt pointe vers moi. Mais s'il dépasse un certain stade, je n'ai plus vraiment l'impression que le doigt pointe vers ma conscience, alors qu'il pointe vers le haut de mon crâne. Donc ça veut dire que ma conscience n'est pas dans le haut du crâne, elle est plutôt dans cette région-là. Et c'est là que je me trouve et que je ressens être la plupart du temps. Et donc si vous scannez comme ceci, vous allez sentir
le doigt pointe vers moi, le doigt pointe vers moi, le doigt pointe vers moi. Ah, là, elle ne pointe plus vers moi, elle pointe vers mon corps, mais plus vers ma conscience. Donc, je sais que ce corps est à moi, je sais que c'est mon corps, mais je ne ressens pas que ma conscience est présente à cet endroit-là. Donc, ça va vous aider à sentir que votre conscience, le moi en quelque sorte, le je, se place quelque part dans le corps. Bon, faites l'exercice, mettez la vidéo sur pause si besoin, et découvrez où est-ce que vous vous situez dans votre corps. C'est bon? Vous avez fait l'exercice? Alors, je vous donne quelques détails maintenant. La plupart des gens dans la société occidentale vont se placer au niveau de la tête. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture, pour différentes raisons, et aussi parce qu'on nous encourage à être des gens logiques, rationnels, et donc on se place au niveau de la tête, parce que ça correspond à la position du cerveau du mental. C'est ce que la plupart des gens font, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui vont se sentir être présents au niveau du cœur. Et dans ce cas-là, ces gens-là sont plutôt identifiés à leurs émotions. Ce sont des gens sensibles qui fonctionnent beaucoup dans le rapport humain, dans les émotions, la sensation. Voilà, ça correspond aux fonctions de ce cerveau qui est là. Et puis il y a des gens qui vont se situer plutôt dans le ventre. Mais dans ce cas-là, ce sont plutôt des gens qui s'identifient à des comportements qui sont, comment dire, plus sensitifs. Tout est beaucoup plus corporel, beaucoup plus sensible. Il y a beaucoup moins d'intellectualisation, mais plus de vécu ressenti. Donc ça vous aide à comprendre comment vous fonctionnez la plupart du temps. Maintenant, cette présence de la conscience, elle peut être étendue ou elle peut être concentrée. Elle peut être concentrée en un point. Par exemple, il y a des gens qui vont dire bah, moi je suis présent, c'est juste un petit point au centre de la tête. Et puis des gens qui vont sentir bah, je suis présent dans toute la tête, ou je suis présent dans toute cette région du corps. Et évidemment, on peut développer le fait d'être présent dans tout le corps. Ça demande un certain travail, mais c'est réalisable. Ça nous aide à être plus entier, plus complet, parce qu'on est simplement plus présent à nous-mêmes, entièrement. Donc plus votre conscience est concentrée dans un point, et plus votre conscience est morcelée en quelque sorte. Ce qui est normal, voilà, mais ça peut changer. Il se peut aussi que votre conscience ait une facilité à se déplacer à l'intérieur du corps. Et la plupart des gens savent faire ça facilement. Si vous voulez vraiment prendre conscience de ce que vous ressentez, vous pouvez imaginer que vous descendez dans votre ventre et vous pouvez placer votre conscience dans le ventre. Et vous allez sentir ce qui se passe dans le ventre. Et c'est exactement ce que nous allons utiliser maintenant. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième exercice qui va être de prendre contact avec les 9 cerveaux. Avant de faire cet exercice, il y a un petit prérequis qui est de savoir utiliser les techniques de libération émotionnelle que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, donc notamment l'EFT ou la technique du tapping sur le point unique, qui est de tapoter sur ce point-là, ou d'autres techniques de gestion des émotions. Pourquoi? Parce que prendre contact avec les 9 cerveaux, ça peut faire remonter à notre conscience différentes émotions négatives qui étaient un peu étouffées ou ignorées avant. Donc, je préférais que vous sachiez faire ces techniques-là avant de faire l'exercice des 9 cerveaux. Donc, n'hésitez pas à revenir à cette vidéo, à la marquer quelque part, à l'enregistrer quelque part, pour y revenir. Mais voici l'exercice. Donc, il y a différentes étapes. La première, c'est de remarquer, comme on vient de le faire avant, que votre conscience se place quelque part dans le corps, d'une part, et qu'ensuite, d'autre part, vous pouvez la déplacer, cette conscience. Vous pouvez vous mettre à différents endroits. Et vous pouvez vous concentrer sur certaines zones du corps pour ressentir ce qui s'y passe. Et donc, pour prendre contact avec un de ces différents cerveaux, vous devez d'abord déplacer votre conscience à l'endroit de ce cerveau. Vous devez vous mettre à cet endroit-là. Ensuite, vous allez imaginer qu'à cet endroit-là, vous avez comme un cerveau. Donc, dans la tête, c'est souvent facile parce qu'on sait qu'il y a l'organe du cerveau, ça me paraît évident. Mais vous pouvez faire la même chose avec le cœur. D'ailleurs, il se trouve que dans le cœur, vous avez des neurones. Vous avez tellement de neurones que ça équivaut à peu près au cerveau d'un chat en taille et au cerveau d'un chien dans le ventre aussi. Dans le ventre, au niveau de ça, on a un neurone. Enfin, on a des neurones. On a tout un système de neurones. Bref, ces cerveaux sont vraiment présents partout dans notre corps. Mais imaginez que vous avez comme une sphère et que cette sphère, c'est mon cerveau du cœur. C'est la partie de moi qui s'occupe des émotions, etc. Donc vous allez vous mettre à cet endroit-là. Par exemple, si vous voulez prendre contact avec le cerveau du cœur, vous vous mettez dans le cœur. Et vous allez utiliser cette formule que je vous propose. C'est une proposition, mais vous pouvez choisir d'autres termes, d'autres phrases.
Mais voilà, l'idée c'est d'établir un contact positif et bienveillant. Donc vous allez imaginer que vous parlez à votre cerveau et vous lui dites bonjour et je t'aime, ou en tout cas j'ai envie qu'on soit amis, j'ai envie qu'on s'entende bien. Et ensuite vous allez dire je suis désolé et à nouveau je t'aime. Pourquoi je suis désolé? Parce que vous êtes en train d'établir un contact et parfois vous sentirez que ce cerveau, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas contacté, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté ou ressenti. Et parfois les cerveaux boudent un petit peu. Ils sont mécontents qu'on ne s'occupe pas assez d'eux, qu'on ne prenne pas assez en compte leurs besoins. Donc c'est ça l'idée, c'est de dire, bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais là je suis là pour toi, je t'écoute. Donc euh, c'est montrer patte blanche en quelque sorte, c'est dire, ok, j'ai vraiment de la bienveillance, je suis à ton écoute. Et ensuite vous allez demander, vous allez poser une question à votre cerveau et vous allez lui demander, qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui? Et écoutez, sentez ce qui vient de cette zone de votre corps. Et vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui répond à votre question. Et ça peut être une image, ça peut être une émotion, ça peut être une phrase, ou ça peut être une sensation, comme une sorte d'intuition. Ça va se manifester de différentes manières selon les préférences de vos cerveaux et selon à quel cerveau vous vous adressez. Évidemment, le cerveau du mental s'exprime plus avec des pensées, avec des phrases, de l'auditif. Le cerveau du cœur s'exprime plutôt avec des émotions, ou parfois avec des images. Et le cerveau du corps, dans le ventre, s'exprime plutôt avec des ressentis. Et les autres cerveaux, ce sont des variations de ça. Donc écoutez et ressentez. Qu'est-ce qui vous vient quand vous demandez à votre cerveau, qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui? Et vous allez attendre et sentir ce qui se passe. Et puis, s'il y a une émotion qui monte, eh bien, vous avez les outils pour apaiser cette émotion. Par exemple, le l'EFT ou le tapping. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces outils et à induire cette relation de bienveillance envers vous-même. Donc, si par exemple le cœur dit tu sais, je suis triste parce qu'il se passe telle chose dans ma vie, eh bien, ça vous fait prendre conscience qu'effectivement vous vous sentez triste et donc vous pouvez apaiser cette émotion. S'il n'y a pas d'émotion forte ou juste des informations qui viennent, je vous invite à dire merci à votre cerveau, c'est-à-dire que vous le remerciez de communiquer avec vous, vous êtes en train de renforcer le lien entre le conscient et l'inconscient. Et ces cerveaux, ils ont besoin de se sentir reconnus, appréciés, écoutés. Donc dites-lui, ok, j'entends ce que tu me dis. Même si des fois, c'est pas ce que votre tête pense, écoutez ce que votre cerveau vous dit. Et nos cerveaux s'attendent à être pris en compte. C'est-à-dire que quand ils nous disent quelque chose, eh bien, ils s'attendent à ce que l'on l'écoute vraiment. Si ce n'est pas le cas, ils seront déçus ensuite. Et donc, ça risque d'augmenter les sensations de conflit entre différentes parties de nous-mêmes. Donc, je sais que c'est pas toujours facile parce qu'il faut faire le tri et il faut prendre en compte les différentes parties de nous-mêmes qui parfois veulent des choses complètement différentes. Et c'est justement en les écoutant qu'on va réussir à réunir les choses et à sentir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Donc, pour ça, il faut passer par ces différents cerveaux. Donc, voilà l'exercice. Donc je vous encourage à pratiquer ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le faire maintenant ou plus tard. Et prenez contact avec tous les cerveaux. Donc au sommet de la tête, le cerveau de la couronne. Ici entre les sourcils, comme une petite sphère, le troisième œil. À l'intérieur du cerveau, de la tête, le mental. La colonne vertébrale au niveau de la nuque. Le cœur, le diaphragme, le plexus solaire. Le placenta au niveau du nombril. À l'intérieur du ventre, le cerveau du corps. Et au niveau du périnée, le cerveau du périnée. Et vous allez vous rendre compte que chacun a une personnalité un peu particulière. Il y en a certains qui vous feront peut-être rire, d'autres qui vous paraîtront plus sérieux, d'autres qui vous paraîtront exprimer certaines parties de votre personnalité et d'autres des côtés complètement différents. Donc ça va être très intéressant de sentir ces différentes parties de vous et vous allez voir que quand vous les aurez toutes faites, quand vous aurez pris le temps de toutes les écouter, ces parties de vous, vous vous sentirez certainement bien, comme une sorte d'harmonie, d'accord, comme si toutes les parties de vous étaient un peu plus en accord, justement. Et c'est parce que vous êtes en train de prendre conscience que toutes ces parties de vous font partie de vous et ont leur place, leurs besoins à respecter et leur rôle à jouer. Donc bonne pratique à vous. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Une fois que vous avez établi le contact avec ces différents cerveaux, vous allez pouvoir
dialoguer avec eux et leur poser des questions. Alors, c'est très important de comprendre que vous ne pouvez pas leur intimer des ordres. Parce que si vous faites ça, vous allez voir que souvent ils réagissent pas très bien. Donc, plutôt que leur donner des ordres du style je veux que tu fasses ci ou je veux que tu fasses ça, vous allez devoir créer un partenariat. Vous allez devoir négocier en fait. Pourquoi? Parce que ces différentes parties de vous ne sont pas des parties de vous qui peuvent être manipulées par votre conscient, ce sont des parties de vous qui jouent un rôle et qui ont des buts primordiaux et ils ne peuvent pas échapper à leurs responsabilités. Par exemple, pour le cerveau du corps, sa responsabilité c'est la survie, il ne peut pas échapper à ça. Il ne fera jamais rien qui contredise sa notion de survie. Donc si vous essayez de le forcer à faire quelque chose qui va contre sa compréhension de la survie, ça ne marchera pas. Il va au contraire se bloquer, se figer, et vous allez créer du conflit à l'intérieur de vous-même. Donc plutôt que d'essayer d'intimer ou d'imposer des choses, vous allez devoir jouer le rôle du négociateur et essayer de comprendre ce qui se passe, y compris s'il y a des confusions sur certaines notions. Par exemple, si votre cerveau du corps, vous avez l'impression qu'il vous fait faire quelque chose qui est contraire à votre survie et à votre bien-être, eh bien vous allez devoir comprendre pourquoi il fait ça et quelle est sa logique. La logique du cerveau du corps est différente de la logique du cerveau, parce que le cerveau du corps ne réfléchit pas en termes de logique ou de raisonnement. Il réfléchit simplement en termes d'instinct, oui ou non, bien ou mal, dangereux ou sécurité, agréable, désagréable. Il est assez binaire, et il est très intelligent quand même. C'est juste qu'il a une manière de fonctionner qui est différente. Donc vous allez devoir prendre conscience et prendre connaissance de ces différents modes de fonctionnement des différents cerveaux. Mais l'idée, c'est de poser des questions. Et donc, vous pouvez leur demander certaines choses, par exemple, qu'est-ce qui est important pour toi? De quoi est-ce que tu as besoin? Ces deux questions vont vous permettre, au jour le jour, de prendre conscience de ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, ou pour avancer sur certains projets. Si vous voulez comprendre de manière plus profonde comment ils fonctionnent, vous pouvez leur demander quelle est ta nature. Et attendre ce qui vient, ça peut venir sous la forme d'une expérience, ou sous la forme d'une phrase, mais ça peut être un ressenti. Vous pouvez aussi leur demander des conseils. Par exemple, si dans une situation, vous ne savez pas vraiment quoi faire, eh bien posez la question, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à ça? Et vous verrez qu'en posant la question à chacun des 9 cerveaux, vous aurez des réponses souvent différentes. Et peut-être qu'il y aura certaines choses que vous connaissez déjà, qui sont déjà évidentes, et puis d'autres réponses qui vous paraîtront complètement surprenantes. Et bah tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est important. Donc c'est important de prendre en compte l'ensemble des cerveaux et de ne pas ignorer certains d'entre eux. Etc., etc., etc. Vous pouvez toujours leur poser des questions et remerciez-les de vous répondre parce qu'ils vous répondent. Même si la réponse n'est pas toujours plaisante, agréable à entendre, au moins vous avez l'information et vous allez pouvoir en faire quelque chose. Donc il faut toujours, toujours, toujours avoir une attitude de bienveillance et de curiosité. Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que cette partie de moi recherche exactement? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir démêler tout un tas de situations et tout un tas de conflits et d'émotions. Donc ça demande de la pratique. Et vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de vous, ces différents cerveaux ont vraiment comme des identités, comme des manières d'être, des personnalités, et qu'ils expriment tout un tas d'émotions, tout un tas de ressentis. Et plus vous allez passer du temps avec eux, et plus vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a tel ou tel besoin qui s'exprime, telle ou telle partie de moi qui a besoin de se sentir satisfaite, telle ou telle émotion que j'ai ignorée, que j'ai repoussée, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous allez créer de plus en plus d'harmonie parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, et ça fait que ces différentes parties de vous vont pouvoir progressivement se sentir plus satisfaites. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc soyez attentifs à toutes les humeurs, toutes les émotions qui se manifestent dans ces différentes zones du corps, dans ces différents cerveaux. Passons à un autre exercice maintenant, pour aller plus loin. Vous avez compris que vous pouvez poser des questions à vos cerveaux et comprendre ce qui se passe pour eux. Et quand vous ressentez qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même, eh bien vous allez pouvoir utiliser ça pour résoudre ce conflit. Tout simplement, vous allez vous placer dans la posture d'un adulte qui s'occupe d'enfants de 7 ans. Et plutôt que de leur intimer des ordres ou de leur dire quoi faire, vous allez dialoguer et négocier avec eux et comprendre ce qui se passe. La première étape pour résoudre un conflit intérieur, ça va être de
prendre conscience de quelles sont les parties de moi qui sont en conflit. Par exemple, est-ce que c'est le cœur et la tête? Ou alors, est-ce que c'est le cerveau de la couronne et le cerveau du ventre? Pourquoi pas? Etc., etc. Et vous allez d'abord les écouter indépendamment en leur donnant à chacun toute votre attention. Ça va être un peu contre-intuitif au départ, parce qu'on a plutôt l'habitude en général de se positionner avec un des cerveaux. Et donc on a tendance à prendre son point de vue. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vous extraire un peu de ça, prendre un peu de recul, et réaliser que vous êtes tous les cerveaux. Et que s'il y a ces deux parties de vous qui sont en conflit, eh bien ça ne sert à rien d'alimenter le conflit. Il va falloir prendre du recul et se dire, ok, telle partie de moi veut ça, et l'autre partie de moi veut ça. Ah d'accord, c'est ça dont elles ont besoin. Et vous allez pouvoir prendre conscience de quelle est leur intention. Qu'est-ce qu'ils cherchent à satisfaire comme besoin? En partant du principe que quand notre inconscient fait quelque chose, il n'a généralement pas une mauvaise intention. En fait, il a toujours une bonne intention. Mais le comportement, le chemin qu'il utilise pour essayer d'obtenir ce qu'il veut, ce dont il a besoin, peut être mal adapté, on va dire. Mais en écoutant quelle est l'intention, quel est le besoin de ce cerveau, vous allez vous rendre compte, ok, voilà ce que je dois respecter pour me sentir bien avec cette partie de moi. Et voilà ce dont cette partie de moi, elle, a besoin. Et en prenant en compte l'ensemble des choses, vous allez pouvoir amener les cerveaux progressivement à négocier, et progressivement à trouver un accord. Pendant ce travail, il va souvent être faisable de juste écouter ce qui vient et leur dire ok, je t'ai entendu à tous les cerveaux, et ça va résoudre les choses, ça va faire en sorte qu'il y a progressivement un accord qui se trouve, mais parfois il va y avoir des émotions négatives qui apparaissent et qu'il va falloir apaiser, et c'est justement parce qu'il y a ces émotions négatives qu'il y a conflit. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les techniques que j'enseigne comme la technique du tapping, technique de base pour apaiser les émotions négatives. On reviendra sur ça et je vous ferai pratiquer d'autres exercices, mais la base, ça va être d'utiliser cette technique. En utilisant cette technique, il faut bien comprendre que même si parfois les cerveaux ont des comportements qui ne sont pas idéaux, ils ont toujours une intention positive et un rôle à jouer. Et donc ils sont tous respectables. Et si vous les respectez, ils vont se sentir appréciés, entendus et ils vont commencer à mieux collaborer. Vous allez pouvoir trouver des solutions. C'est comme des enfants de 7 ans. Si vous les engueulez, eh bien, ils vont se mettre à pleurer, ils vont se bloquer et ils ne vont pas réussir à trouver des solutions. Ils vont juste soit se soumettre, soit rentrer dans leur bulle. Donc vous devez trouver une manière pour qu'ils jouent les uns avec les autres plutôt qu'ils se chamaillent. Donc vous devez amener de l'harmonie, de la bienveillance, de la compréhension. Et vous savez qu'avec un enfant qui ne se sent pas bien, parfois il y a juste besoin de l'écouter, lui demander ce qui se passe pour lui, ça lui fait du bien. Éventuellement il pleure un bon coup et ensuite ça va mieux parce qu'il se sent écouté. Donc respecté, donc en sécurité. Donc c'est ça ce qu'il faut apporter à ces cerveaux, c'est l'écoute et la sécurité. Vous verrez que tout se passe beaucoup mieux pour ça. Ça va demander certainement un travail au départ d'acceptation. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Je vous donne des exercices qui sont des exercices de base, qui sont les plus simples à réaliser par vous-même. Évidemment, avec mes clients en thérapie, on va beaucoup plus loin sur le traitement des émotions négatives, des traumatismes, etc. Et dans le cadre de cette chaîne YouTube, je vous donne certaines choses qui sont simples à effectuer et sécures, et je vous amènerai plus loin au fur et à mesure. Il y a un exercice en particulier qui va beaucoup aider à résoudre les conflits les plus primordiaux, et aussi à faire en sorte que les cerveaux commencent à fusionner, à retrouver le fait qu'ils sont censés être une équipe, censés être unis. Cet exercice, c'est l'exercice des projections. Il n'est pas encore présent sur ma chaîne YouTube. Donc, regardez la date de publication de la vidéo. Si la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant a été publiée depuis plus de 2 semaines, probablement que vous allez trouver l'exercice de projection ailleurs, quelque part sur ma chaîne. Mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui alors que je viens de la publier, vous allez voir que l'exercice de projection sera prévu pour un peu plus tard. Je vais filmer une autre vidéo pour ça dans les jours qui viennent. Donc je vous expliquerai de quoi il s'agit. Maintenant, on m'a posé une question, et beaucoup de gens qui s'intéressent à la psychologie ou aux émotions ou aux différentes techniques de psychologie, on va dire alternative, ou à d'autres choses, vont me dire, oui mais Gaëtan, en fait ces cerveaux ce ne sont pas tout simplement les chakras. Alors il se trouve qu'il y a une correspondance, mais qui n'est pas
totalement exact. Donc je vais vous expliquer quelle est la différence entre les cerveaux et les chakras en se basant sur la définition traditionnelle, la définition classique des chakras. Donc chaque préorganite, vous vous souvenez dans le développement prénatal, avant notre naissance et même avant notre conception, nous avons ces mini-cellules qui sont comme des briques de notre être et qui s'assemblent. Donc ces préorganites ont chacun un chakra. Et ce chakra, c'est comme une extension, c'est comme un périphérique, c'est quelque chose qu'ils utilisent, c'est quelque chose qui est là en plus. Ces chakras, ils fusionnent par paire à la conception. Et donc, ça donne le fait qu'on a 7 chakras traditionnellement. La différence, elle est très simple, c'est que les chakras sont des structures, on va dire, énergétiques qui se situent à l'extérieur de notre corps, alors que les cerveaux sont à l'intérieur du corps. Mais il y a évidemment une correspondance. Souvent, les chakras sont perçus comme des espèces de sphères lumineuses qui sont devant le corps, ou alors comme des roues qui tournent. Donc, il y a énormément d'informations sur Internet sur ça. Je vous réfère aux définitions traditionnelles des chakras. Donc souvent, les chakras sont associés à des couleurs particulières, forcément à des fonctions psychologiques particulières ou émotionnelles. On représente souvent les chakras comme des structures un peu étoilées qui ont différentes branches et voilà, qui correspondent à différentes parties de nous. Et vous voyez qu'elles correspondent plus ou moins aux différents cerveaux. Sauf que je vous ai dit, selon comment on compte les cerveaux, on va en compter 7 ou 9, parce que les paires ne sont pas toujours assemblées. De la même manière, les chakras sont disposés de manière un petit peu différente des cerveaux. Donc pour faire simple, les chakras sont des machines énergétiques qui sont utilisées par les cerveaux pour effectuer leurs fonctions. Mais la plupart du temps, quand vous faites un travail sur les chakras, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de travailler sur ce qui se passe devant mon corps, comme un centre énergétique, comme une roue, ou est-ce que je suis en fait en train de travailler avec l'intérieur de mon corps? Dans ce cas-là, vous êtes tout simplement en train de travailler avec vos cerveaux. C'est simplement que pour la plupart des gens qui développent des techniques en utilisant les chakras, on interagit avec notre cerveau avec ces techniques-là. Dans la thérapie Pixate, on distingue les deux parce qu'on veut avoir une compréhension la plus fine et la plus nuancée possible. Mais dans la pratique, il y a une correspondance qui est très très forte. Donc ça revient à peu près au même. Donc pourquoi est-ce que je ne parle pas beaucoup des chakras sur ma chaîne YouTube ou si vous êtes un de mes clients en thérapie, probablement on n'en aura jamais parlé. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est tout simplement parce que la plupart des gens, en tout cas dans la société occidentale, ne perçoivent pas ou trop peu leurs chakras. Si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu sens tes chakras et comment est-ce que tu les sens? La plupart des gens vous diront, mais de quoi tu parles? Non, ça n'existe pas. Et même des gens qui sont censés connaître ça, comme par exemple les professeurs de yoga, si vous leur posez la question en détail, ils auront peut-être du mal à vous répondre. Bon. Il se trouve que la plupart des gens ont une perception très limitée, voire inexistante des chakras. Alors ça peut s'apprendre, c'est comme tout, ça peut s'apprendre. Moi-même, j'ai été extrêmement sceptique sur ce sujet jusqu'à l'âge de 26-27 ans. Je me disais, bah non, je ne sens rien, donc il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est un peu bizarre, c'est une croyance religieuse, ça n'existe pas. Et puis il se trouve qu'un jour, dans un stage de yoga intensif, j'ai commencé à percevoir ces chakras et j'ai commencé à sentir, ah bah oui, il y a telle chose qui se passe, ou ah, ce chakra il m'a l'air d'être comme ci, l'autre chakra il a l'air d'être plutôt comme ça. Et au fur et à mesure, on peut apprendre à développer cette perception, mais bon, ça prend du temps et du travail. Mais je n'apprends pas aux gens à faire ça, pourquoi? Parce que d'une part c'est long et fastidieux, et d'autre part il n'y a pas de bénéfice particulier à sentir les chakras par rapport au travail sur les cerveaux, alors que les cerveaux, on arrive à les sentir en général très facilement. Donc, voilà, vous pouvez apprendre à sentir les chakras, et vous pouvez apprendre tout un tas de choses sur les chakras. Est-ce qu'ils sont limités, contraints, ou est-ce qu'ils sont en expansion? Est-ce qu'ils tournent d'une manière harmonieuse, ou est-ce que c'est bloqué? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils respirent? Ou au contraire, vous avez l'impression qu'ils sont comme étouffés? Est-ce que vous sentez qu'ils sont paisibles ou pas paisibles? Etc., etc., etc. Il y a tout un tas de travail qu'on peut faire sur les chakras, mais voilà. Pour moi, dans mon expérience, ça n'a pas de bénéfice supérieur au travail sur les cerveaux, donc je préfère travailler avec les cerveaux directement. Et enfin, il y a une autre raison pour laquelle je n'enseigne pas ça et pour laquelle nous n'enseignons pas ça en général dans la thérapie Peak State, c'est que quand on commence à travailler avec les chakras, il peut y avoir certains problèmes, disons certains problèmes de sécurité. Notamment,
on peut déclencher certains problèmes nouveaux qu'on n'avait pas avant. Donc c'est dommage. On peut notamment déclencher des problèmes comme de l'anxiété, ou alors une douleur par pression, comme si on sentait qu'on a une pression à cet endroit-là. Donc si vous sentez que vous avez une pression à l'endroit traditionnel des chakras, donc le troisième œil, la gorge, le cœur, entre le plexus solaire et le nombril, au niveau du bas du ventre et au niveau du périnée, bon, ça peut être à cause de ça. On peut aussi déclencher une énorme fatigue en travaillant avec les chakras en faisant quelque chose d'incorrect, ou au contraire, on peut déclencher de la surexcitation, mais ça ne sera pas une bonne excitation, ça sera comme si notre système nerveux était super activé, on était tout le temps nerveux, comme si on avait bu 10 tasses de café d'un coup. Voilà, ça peut créer cette sensation d'être tout le temps nerveux et d'avoir du mal à se reposer. Donc soit de la fatigue, soit le contraire. Ça peut aussi déclencher ce qu'on appelle la Kundalini, je ne rentre pas dans le détail, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, comme il y a ces problèmes de sécurité, je préfère ne pas amener les gens sur ce travail avec les chakras parce que les bénéfices ne me semblent pas justifiés. Mais vous savez que ça existe et vous savez qu'on peut apprendre à développer ça. Juste pour vous donner un peu plus d'informations sur les chakras, parce que je sais que beaucoup de gens sont curieux, les chakras eux aussi devraient fusionner en un chakra unique qui à ce moment-là se placerait au niveau du plexus solaire, au niveau du diaphragme. Quand on a cette fusion des chakras, on ressent une sensation d'un flot d'énergie intense et on a beaucoup d'énergie et c'est facile de faire tout un tas de choses, tout un tas d'actions, de tâches, de décisions à prendre. Tout devient beaucoup plus facile comme si on était porté par une sorte de courant intérieur. Il se trouve que cet état est bien sûr très rare parce que la plupart des gens vont avoir les 7 chakras aux endroits traditionnels. Il y a aussi le fait que les chakras sont connectés aux méridiens. Donc les méridiens dans la médecine chinoise sont comme des courants d'énergie qui parcourent notre corps, comme des canaux d'énergie. Ils sont toujours connectés aux chakras. Et quand on a une connexion optimale entre les méridiens et les chakras, notre besoin de sommeil diminue. On a vu qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de 4 heures de sommeil par nuit et se sentir totalement reposés, sans être surexcités. Ça correspond à une connexion entre les chakras et les méridiens. Mais voilà, c'est un peu compliqué d'obtenir ça, donc je n'ai pas de méthode à vous proposer, c'est juste une information. Si vous voulez absolument travailler sur vos chakras, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux se connaître et développer des choses, il y a 2 techniques principales que je vais vous encourager à pratiquer. La première, c'est le yoga, tout simplement parce que le yoga, traditionnellement, a été, entre autres, conçu et pensé pour travailler sur les chakras. Et donc, en faisant du yoga régulièrement, vous allez progressivement, améliorer l'état de vos chakras. Vous allez leur faire du bien, en quelque sorte. Et vous pouvez aussi développer votre conscience des chakras avec des exercices de yoga, mais ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, ou 2 ans, ou plus. Et il faut chercher ça aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est la technique traditionnelle. La deuxième technique que je préconise, c'est l'EFT. Donc l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui permet de traiter des traumatismes psychologiques, mais aussi de travailler sur ces systèmes énergétiques des méridiens et des chakras. Et vous avez certains praticiens, certains formateurs en EFT qui mettent une certaine emphase sur les chakras. Donc vous pouvez étudier leur méthode, c'est très bien. Mais voilà, faites attention et soyez à l'écoute de vos ressentis aussi. Maintenant, pour revenir sur les cerveaux, il existe différents états de conscience qui correspondent à la fusion de ces différents cerveaux et qui correspondent à un fonctionnement optimal. On appelle ça les états de fusion. Pour simplifier, je vais partir simplement des 3 cerveaux principaux qui sont le cerveau du mental dans la tête, le cerveau du cœur et dans le ventre le cerveau du corps. Les autres cerveaux jouent un rôle aussi, mais ces 3 cerveaux sont quand même les cerveaux principaux en fait. Et donc il se trouve que lorsqu'ils sont quand ils sont en accord les uns avec les autres, ils peuvent se superposer et commencer à dialoguer, comme si finalement on n'avait plus 7 cerveaux vraiment séparés, mais quelque chose de plus intégré, de plus flexible, plus connecté. Et lorsqu'ils sont complètement connectés, ça produit certains changements dans notre manière d'être qui sont très très positifs, qu'on appelle des états de conscience hyper positifs ou des états de conscience extraordinaires selon le vocabulaire. Donc en particulier, quand la tête et le cœur sont fusionnés,
ça va créer une sensation de paix intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une sensation de paix qui est là, tout le temps, de manière inconditionnelle, sous-jacente à notre expérience. Donc, avec cet état de paix, on revient toujours au calme lorsqu'on n'est pas dans une période de stress ou quand il ne se passe rien de spécial. Notre état de base, c'est d'être calme et paisible. Quand on vit un stress, on va vivre le stress de manière normale. Mais une fois que l'événement qui nous a stressé est passé, on revient très rapidement à la paix. En fait, on y revient automatiquement. Alors que quand ces deux cerveaux ne sont pas fusionnés, quand ils sont très en conflit, eh bien, quand on vit quelque chose qui est stressant, eh bien, on peut être activé par l'émotion pendant des heures après ça, et on y pense, et voilà, on en souffre, et on a besoin d'en parler, et voilà, c'est plus difficile de vivre nos émotions parce que quand on vit quelque chose de stressant, le stress dure. Alors quand on est en état de paix intérieure, le stress ne dure pas, on revient à quelque chose de paisible, ce qui est assez agréable au quotidien. Ça produit aussi l'effet qu'on ne ressente plus notre passé comme étant émotionnellement lourd et présent. C'est comme si notre passé devenait beaucoup plus lointain et qu'on ne sent plus les émotions négatives du passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas en nous, qu'on n'a pas en nous ces traumatismes éventuellement, ces chocs émotionnels, ces mauvais souvenirs, etc. Mais dans le présent, on ne les perçoit plus. Ça fait qu'on vit plus l'instant présent du point de vue des émotions. Donc c'est un état qui est extrêmement agréable. Lorsque le cerveau du cœur et le cerveau du corps sont fusionnés, il y a un autre état de conscience qui se manifeste qu'on appelle le bonheur sous-jacent, parce que c'est une sensation de bonheur, la sensation d'être heureux, tout simplement. Et lorsque ces cerveaux sont fusionnés, on n'a plus besoin de remplir des conditions pour être heureux. On n'a plus besoin de se dire « je serai heureux quand j'aurai obtenu telle chose » ou « quand j'aurai réalisé tel objectif » ou « quand j'aurai une meilleure relation avec un tel ou une telle » ou « quand j'aurai satisfait certaines conditions ». À la place, on est heureux tout le temps. Ça devient notre état par défaut d'être heureux. On est heureux sans raison. On est heureux inconditionnellement. Évidemment, quand quelque chose de négatif nous arrive et que c'est stressant, par exemple quand il y a un deuil ou un choc, etc., on va vivre l'émotion du choc, du deuil, on va vivre l'émotion négative, donc on ne sera pas vraiment heureux. Mais en dessous de ça ou en arrière-plan, le bonheur est toujours présent. Ce qui fait que lorsqu'on règle cette situation ou qu'elle passe, eh bien on revient vers le bonheur. Le bonheur reste notre état de base. Quand on combine la paix intérieure et le bonheur sous-jacent, eh bien c'est beaucoup plus facile d'être la plupart du temps calme et heureux. Même si on vit des choses négatives dans notre vie, difficiles, douloureuses, on a beaucoup plus de facilité à les gérer parce que les émotions négatives ne durent pas et parce que derrière il y a de la paix et du bonheur. Et donc on a plus de force pour affronter les choses de la vie. Et puis surtout, c'est agréable en soi, c'est une fin en soi de vivre ces états-là. Quand tous les cerveaux sont fusionnés, on a en plus de la paix intérieure et du bonheur sous-jacent, deux autres états qu'on appelle chez nous la complétude et la vacuité. La complétude, c'est le fait de se sentir entier, complet. Et quand on vit ça, on n'a plus besoin de grand-chose. On n'a plus besoin d'accumuler des choses dans notre vie. On devient beaucoup plus libre par rapport aux relations, parce qu'on n'est plus dans des relations de dépendance avec les autres, ou de besoin, ou de manque, d'attention, d'amour, de reconnaissance, etc. À la place, on se sent entier. Et donc, on n'a plus besoin de beaucoup de choses. Ce qui rend ça très agréable. Évidemment, on est toujours en relation avec les gens. On peut toujours vivre autant de relations, mais elles ne sont plus basées sur le fait de se compléter avec l'autre ou d'avoir besoin de l'autre. À l'intérieur de nous, ça crée une sensation de sécurité affective. On n'a plus besoin. On apprécie la connexion, la relation, mais on n'en a plus besoin. Donc c'est extrêmement agréable. Et surtout, ça crée une harmonie en nous-mêmes. Parce que les différentes parties de nous sont fusionnées. La vacuité, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, qui correspond à une sensation de vide, mais de vide agréable. C'est comme si, au lieu d'avoir de la densité, et du tension, et des conflits, et les perceptions d'être dans notre corps sont lourdes, et bien à la place, c'est très aérien, très vide. Il n'y a plus de conflit à l'intérieur de nous, et donc on sent très vide, mais d'une manière très agréable, dans le sens, on se sent léger, extrêmement léger. Donc ces états-là sont assez difficiles à atteindre. Nous n'avons pas malheureusement de méthode pour les atteindre dans la thérapie Peak States, mais on sait que ça existe et on sait que certaines personnes peuvent les atteindre.
Si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ces états, par exemple, alors il est possible peut-être de les récupérer. Même si vous les avez vécu de manière ponctuelle et qu'il vous semble que c'était parce que il se passait quelque chose dans votre vie, parce qu'il y avait un certain contexte, que ça vous a fait vous sentir en complétude ou en plénitude ou en vacuité, et en fait vous pourriez vivre cette expérience de manière inconditionnelle. Il y a un certain travail que nous pouvons faire qui existe, qui peut vous permettre de vivre ça. Mais malheureusement, si vous n'avez jamais vraiment vécu cet état, voilà, pour l'instant, je n'ai pas de méthode à vous proposer pour atteindre ça, mais c'est quelque chose voilà, que nous développons, sur lequel nous travaillons. Donc ce qui est disponible actuellement, c'est d'abord et surtout le processus de la paix intérieure pour lequel nous avons un protocole qui est efficace, établi, testé, validé sur des dizaines de gens et qui fonctionne très 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 bien. Ça permet de donner un état qui soit complet et stable et ça fait qu'il n'y a plus de conflit entre la tête et le cœur. Ça fait que ces parties de vous sont en harmonie et que c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions parce que vos décisions ne seront plus tiraillées entre la partie rationnelle, logique et la partie émotionnelle. C'est beaucoup plus naturel de prendre des décisions qui prennent en compte ces deux parties de vous en même temps. Donc c'est très agréable. Et si ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos qui expliquent en détail ce processus de la paix intérieure. Un deuxième processus qui est disponible aussi, c'est ce qu'on appelle les cerveaux lumineux. Et ça fait que tous les cerveaux deviennent plus positifs et qu'ils abandonnent certaines souffrances qu'ils ont, certaines rancœurs, certaines négativités, et qu'à la place, ils deviennent extrêmement positifs. C'est comme si, à l'intérieur de nous, il y a un choix pour aller vers le bien inconditionnel et laisser de côté tout ce qui est négatif. Donc quand on vit ça, on a beaucoup moins de négativité, c'est-à-dire beaucoup moins de conflits avec soi-même et avec les autres, beaucoup moins de violence, beaucoup moins de haine, beaucoup moins de négativité. En fait, quand on a cet état vraiment fort, vraiment complet, c'est presque impossible de ressentir de la violence. À la place, on devient beaucoup plus altruiste, beaucoup plus positif. On sait toujours se défendre s'il y a besoin, mais on ressent beaucoup moins le besoin d'être agressif ou négatif. Donc c'est extrêmement agréable à vivre. Je détaille ce processus aussi dans une autre vidéo. Donc voilà pour ce petit exposé sur les cerveaux. L'essentiel, c'est surtout que vous pratiquiez et que vous découvriez en quoi ça peut être utile pour vous. Donc je vous encourage à pratiquer et à tester. Est-ce qu'effectivement vous sentez ces 9 cerveaux? Est-ce que vous sentez qu'ils ont des personnalités différentes, des besoins différents? Est-ce que vous arrivez à bien établir le contact ou est-ce que vous sentez que c'est un peu difficile? Est-ce qu'il y a des émotions, etc., etc. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires et si vous avez des questions, bien sûr, voilà, je prendrai le temps d'y répondre dès que je peux. Donc merci à vous, à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains exercices. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça va vous aider à mieux vous connaître. Et vous pouvez utiliser ça tout au long de votre vie. À chaque fois que vous avez des challenges, des défis, des choses que vous voulez voilà, faire évoluer, eh bien n'hésitez pas à revenir à l'idée que mais il y a différentes parties en moi qui ont un rôle à jouer. Quel rôle est-ce que le cœur a à jouer? Quel rôle a le plexus solaire à jouer? Quel rôle a le troisième œil à jouer? Et en prenant conscience de toutes ces parties de vous, ce sera beaucoup plus facile de trouver ce qui vous correspond le mieux, de faire les bons choix, les bonnes décisions dans votre vie, parce que vous prendrez en compte l'ensemble de votre être. Donc bonne pratique, je vous souhaite que ça vous serve beaucoup, et à bientôt pour la suite. Merci.